Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, puisqu'il y a quelques semaines, on avait parlé du sujet de l'index senior. D'ailleurs, on pourra revenir peut-être dessus, vu que le Sénat avait un peu changé son fusil d'épaule par rapport à ce qui a été fait précédemment. Voilà, donc on va parler aujourd'hui donc du maintien dans l'emploi des seniors avec deux super du coup intervenants, donc à savoir Violette et Julien qui vont se présenter un peu plus tard. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Barthélémy. J'organise des lives régulièrement sur des thématiques RH. Voilà, pour le compte de Chance et Chance. Donc on réinvente le bilan de compétences pour permettre aux entreprises de s'assurer que leurs collaborateurs soient alignés sur leurs évolutions professionnelles et le sens donné au travail. Donc, on va permettre de répondre à des sujets comme l'égalité homme-femme, le maintien dans l'emploi des seniors, des conversations de carrière ou de mobilité interne. Et donc, aujourd'hui, le parcours Chance a été réalisé par plus de 15 000 personnes. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à mettre dans le chat que vous êtes là, nous passer un petit coucou. Voilà, nous, c'est toujours des choses qui nous font plaisir et voilà, et qui nous motivent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je vais laisser la parole donc à mes intervenants et je vais laisser Violette se présenter. Merci À toi. beaucoup, Barthélémy. Donc moi, je m'appelle Violette, je travaille chez Ignition Programme depuis 7 ans maintenant. Ignition Programme, qu'est-ce qu'on fait? On est une agence de la performance humaine durable. Ces 3 mots sont assez importants pour nous, mais grosso modo, ça veut dire qu'on fait du recrutement pour les startups et maintenant pour les grands groupes. Et on fait de la formation sur des sujets au management spécifiquement et sur tous les sujets de relations humaines. Voilà, moi je suis associée dans l'entreprise et je suis responsable de toute la partie innovation sur les sujets humains et les sujets RH. Donc, ravie de pouvoir être là aujourd'hui pour témoigner de l'impact que les seniors ont dans notre entreprise et de ce qu'on voit un peu sur le marché. Trop bien. Bon, hâte de décortiquer ça avec toi, en tout cas. Julien, je peux te laisser te présenter, s'il te plaît. Yes, ça marche. Merci Bart, merci Violette pour la présentation. Moi, c'est Julien, je suis le DRH de DriveEco. DriveEco, c'est le leader de la mobilité électrique. Et qu'est-ce qu'on fait? On construit des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça sur le marché en ce moment, et c'est tant mieux. Ça veut dire que c'est un vrai sujet de société, et c'est super cool de voir qu'il y a plusieurs acteurs qui se lancent sur le marché. Donc, on fait ça depuis 2010, donc on a été relativement précurseur, même si moi, ça fait que 2 mois que j'y suis. Et donc, je suis DRH, donc je m'occupe de tous les sujets assez classiques RH, et on a des problématiques aussi où des challenges, si on tourne ça en positif, autour du maintien de l'emploi des seniors, pas que des seniors d'ailleurs, mais c'est le sujet de la discussion aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger aussi avec vous sur ce qu'on fait aujourd'hui, ce que j'ai pu faire moi dans le passé, puis de comprendre un petit peu ce qui relève de l'entreprise, ce qui relève peut-être aussi du gouvernement. Voilà, il y a plein de sujets qui vont se croiser. Donc, hyper intéressé de pouvoir échanger avec vous tous et toutes sur ce thème. Trop bien. Merci en tout cas déjà pour ces présentations, donc Violette, Julien, et merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui nous font coucou dans le chat et qui nous font part de leur présence. Petite info, hein, si vous avez la moindre question, le retour d'expérience, des choses en tout cas intéressantes à dire, moi j'essaie de rendre ces lives le plus interactif possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire vos questions, vos ressentis, vos anecdotes, en tout cas perso. Je les fais apparaître à l'écran et on rebondit dessus avec Violette, Julien, si ça peut le permettre. Parfait, on est ensemble pour les 40 prochaines minutes, donc c'est parti, on va entamer donc ce sujet du maintien dans l'emploi des seniors et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qualifie de senior. C'est la question qui revient assez régulièrement, c'est quelle est la définition en fait du terme senior? Comment on va le distinguer en fonction des entreprises, des secteurs d'activité je sais pas. Est-ce que, tiens, Violette, est-ce que tu as déjà, toi, une réponse, un élément de compréhension de réponse par rapport au terme de senior? Oui, carrément. En tout cas, je peux parler de notre expérience startup parce que ça fait 10 ans du coup qu'on fait du recrutement pour les startups et de ce que je perçois de nos clients
et même de plus en plus de la façon dont les candidats se voient, c'est qu'on devient senior beaucoup plus jeune. Enfin, c'est beaucoup plus jeune qu'avant. Et Ouais. donc, aujourd'hui, un senior, c'est quelqu'un qui a 40 ans. Donc, c'est assez terrifiant de se dire ça parce que la population de plus de 40 ans est bien majoritaire. Et donc, voilà, on est un peu bien loin, en start-up en tout cas, je précise, des sujets du gouvernement où on parle plutôt de 10 ans plus tard. Donc, nous, on a des enjeux dès ce moment-là. Donc, voilà, on se rend bien qu'il y a un peu une grosse différence entre les startups et le reste du monde par rapport à ça, où l'âge senior, le profil senior, c'est celui qui a à partir de 5 ans d'expérience, alors qu'on reste encore tout jeune. Trop bien, merci. Ouais, effectivement, hein, l'écosystème tech startup a tendance à avancer l'âge de la seniorité, ce qui est un problème clairement. Pour la petite anecdote, hein, j'ai fait 2 ans à Station F. Station F, je crois qu'au-delà de 28 ans, on est senior, en fait. Donc, voilà. Julien, de ton côté? Ouais, moi je suis assez aligné avec ce que Violette a dit. Moi j'ai plusieurs angles d'attaque. Le premier, il est un peu statistique, c'est ce que nous dit l'INSEE. Et l'INSEE nous définit les seniors comme la tranche 55-64. Donc ça, c'est mon premier angle d'attaque quand moi je regarde un peu mes stats. Je regarde qui, au titre de l'analyse INSEE, correspond à cette définition senior. Il y a le CDD senior aussi qui est ouvert aux 57 ans et plus. Donc c'est encore un autre élément de comparaison qu'on n'utilise pas nous en interne, mais qui prouve qu'en fait la définition du senior, elle n'est pas du tout unanime. Et puis, moi, le troisième élément que j'ai beaucoup en ce moment, c'est l'entretien carrière, de mi-carrière, de 45 ans et plus. Donc, ça donne un cap un peu dans la seniorité. Mais un peu comme Violette, moi, comme je suis dans un écosystème startup, scale-up, où on est aujourd'hui une centaine de collaborateurs, ma moyenne d'âge, c'est 31 ans. Quand je regarde mon Q3, c'est-à-dire mes 25% de collaborateurs les plus expérimentés en termes d'âge, c'est 40 ans, entre guillemets. C'est un peu moins, 38 ans ailleurs. Donc, pour moi, mes populations seniors, un peu comme Violette, c'est mes 40 ans et plus. Et ça, c'est 15% de mon staff, 15% de l'effectif. Et c'est eux que je qualifie comme seniors. Mais quand j'étais chez L'Oréal, évidemment, ce n'était pas du tout la même population. Donc, ça dépend beaucoup de son écosystème. Voilà, mais il y a des obligations qui sont soit avec l'INSEE, et là, on suit un peu les recommandations officielles, soit ce qu'on se crée nous-mêmes, c'est-à-dire nos seniors à nous dans notre écosystème. Et pour moi, c'est des 40 ans et plus. Il y a une première question qui a été posée. Alors, je suis désolé pour cette personne, le logiciel ne fait pas apparaître votre nom. Je ne sais pas pourquoi, petit bug en tout cas de ce logiciel que j'utilise par moment. Mais donc, effectivement, le sujet des femmes seniors, effectivement, c'était dans mon précédent live qu'on avait fait sur l'index senior. Il y avait une stat qui était sortie. Et effectivement, la population, en tout cas féminine, est beaucoup plus touchée par des problèmes des problématiques de recrutement lorsque on arrive à un certain niveau de seniorité. Est-ce que vous, c'est des choses que, Violette, je sais pas, des choses que tu remarques, sur lesquelles tu as de l'insight là-dessus? Écoute, en termes de statistiques, nous, les candidats, en tout cas, qui viennent nous voir, qui sont seniors, il n'y a pas une énorme différence. J'ai l'impression, en termes de candidats qui postulent chez Ignition Programme, par exemple. Là où je vois une différence, c'est en termes et c'est un peu malheureux de dire ça encore en 2023, mais c'est en termes de confiance en soi. Et du coup, quand je vais dire encore aujourd'hui à un homme, non mais vas-y, en fait, on s'en fiche que tu aies 50 ans, postule, ça serait canon pour toi, cette opportunité de boulot, il va y aller plus facilement qu'une femme. Donc, je pense que le problème, c'est plus dans la capacité à oser assumer ses talents. Encore aujourd'hui, malheureusement, en tout cas de ce qu'on perçoit, hein, je ne voudrais pas faire surtout pas de généralité. Quand je dis à un homme, vas-y, ça va être super, il y va. Quand je dis à une nana, elle me dit, mais t'es sûre? Donc voilà, il y a encore ce truc-là où je sens que j'ai pas de statistiques, mais le nombre de gens qui viennent nous voir, c'est à peu près égalitaire. Ceux qui osent franchir le pas, en effet, il y a plus d'hommes. Julien, c'est quelque chose que tu relèves aussi C'est assez lié. Moi, j'ai le pendant plutôt inverse, mais qui est complètement connecté à ce que vient de dire Violette. C'est sur la rétention. C'est-à-dire que moi, au-delà de 40 ans, j'ai beaucoup plus de femmes qui se disent c'est trop risqué pour moi de changer de job et de quitter mon emploi parce que je ne suis pas sûr de retrouver les mêmes conditions. Et puis, j'ai une charge familiale aussi à entretenir. Donc, j'ai une rétention beaucoup plus forte, mais pas forcément pour les bonnes raisons d'entreprise, pas par adhésion au modèle culturel ou par épanouissement professionnel complet, un peu par crainte. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus d'hommes qui prennent le risque après 40 ans de changer de carrière ou de donner un nouveau souffle à leur carrière, ce qui est moins le cas dans les candidatures féminines. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de sujet sur la partie attraction. J'ai plus un phénomène conservateur sur le côté rétention. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ces barrières internes, externes, en tout cas, qui peuvent venir niveler et modifier, en tout cas,
ce rapport, en tout cas, entre hommes et femmes sur cette thématique, en tout cas, de seniorité. Ce qui, du coup, m'intéresserait de parler, avant de parler donc, de rétention de seniors, on va parler recrutement et notamment de bonnes pratiques qu'il y a dans le recrutement en amont des seniors. Violette, je crois que tu me disais, du coup, en amont de ce live, que toi, tu avais des échanges avec une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement de seniors. Qu'est-ce qui en ressort de ces discussions? En fait, nous, on travaille en effet avec Merit, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils expérimentés / seniors, parce que nous, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'univers startup, on n'arrive malheureusement pas à adresser intelligemment, en tout cas suffisamment cette population. Et du coup, on est ravis de pouvoir leur apporter un bon nombre de personnes qualifiées et extrêmement compétentes qui cherchent des seniors. Et donc, eux, ils sont hyper contents parce que du coup, ils ont des top candidats qui peuvent aller proposer à différentes boîtes sur des modalités de contrats qui sont assez flexibles. Mais peut-être ce que je voulais partager sur le sujet du recrutement spécifiquement, les deux choses, moi, qui me marquent, c'est que un des gros problèmes, un des freins aujourd'hui au recrutement de seniors, c'est qu'on se rend compte que dans les entreprises, on va comparer un junior et un senior sur le même poste, sur une fiche de poste. Et c'est là où ça ne fonctionne pas bien, c'est que évidemment, à compétences égales, un peu, de façon un peu fermée, on va se dire, lui, il est moins digital native, ou lui, il va mettre plus de temps à s'adapter, etc. Et on ne regarde pas le côté 360 de ce que va pouvoir apporter un senior. Et donc, on occulte toute une richesse énorme de choses qu'on va pouvoir distiller dans le reste de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a recruté plusieurs seniors en interne et c'était absolument formidable. C'est des gens qui sont encore chez nous et depuis longtemps. Et en fait, là-dedans, je vois bien que si on avait pris juste l'angle de pour un commercial X, Y, on doit regarder la même chose, ça n'aurait jamais marché. Mais là, on a regardé ce que le senior allait pouvoir apporter en termes de coaching, de mentorat, de montée en compétences dans d'autres équipes, de prise de recul. Et donc là, évidemment que c'est gagnant-gagnant et pour nous, c'est génial et c'est pour ça que ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point, c'est arrêtons de vouloir comparer des candidats égaux sur des postes égaux. Ça n'existe pas en fait, il faut regarder le côté vraiment avec de la prise de hauteur et regarder au global les besoins de l'entreprise. Parce que qu'est-ce que font les boîtes aujourd'hui quand même? Elles payent des coachs seniors pour venir coacher des gens en externe. Ça coûte assez cher. Et donc ce truc-là pourrait se faire en interne en fait, avec des seniors qui passeraient quelques heures par semaine à coacher des plus juniors à la place d'externaliser ce sujet-là. Donc ça, c'est un premier sujet. Et peut-être le deuxième sujet que je voulais partager, c'est que comme il y a de la frilosité quand même, on ne peut pas l'enlever des deux côtés, le processus de recrutement est plus long, c'est plus difficile, il faut le faire adopter aux managers, le fait de recruter un senior, enfin voilà, quand même, c'est plus délicat et douloureux. Nous, on teste des formats où on fait rentrer les gens sur un format de mentorat, de transmission de compétences, sur un temps défini, et où du coup, à la fin de ce temps défini, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer l'aventure ensemble? Et là, on bascule sur un format CDI. Et donc, je trouve que cette espèce de période d'apprivoisement mutuel est hyper puissante, parce qu'elle permet de ne pas se dire « Oh là là, j'ai hyper peur, le CDI, ça va l'enfermer, lui, il n'osera plus partir. Nous, on n'osera plus s'en séparer parce que la loi française n'est pas très facilitante aussi là-dedans. Donc, c'est quand même des responsabilités assez fortes d'embaucher quelqu'un. » Et donc, on enlève avec le freelance le côté frilosité de l'embauche qui donne plus de flexibilité, qui rend les choses un peu moins lourdes et donc qui permet derrière de basculer sur un contrat moins précaire, bien sûr, pour ces seniors-là, quand on s'est vraiment dit « Ok, génial, l'aventure va être top, on y va à fond. » Voilà les sujets que je voulais apporter. Et du coup, pourquoi le réserver justement aux seniors et pas le faire pour tous les candidats que vous avez? C'est un bon point. Je ne sais pas si j'ai envie qu'on transforme le recrutement dans un monde où on commence par du freelance, parce que je crois encore à la confiance en entreprise et je crois qu'on est capable de créer des solides process de recrutement robustes qui permettent de créer des relations durables. En tout cas, c'est ce qu'on défend. Donc, je crois juste qu'il y a trop de biais en fait sur le sujet des seniors où, par exemple, moi, quand j'ai eu 2 seniors dans mon équipe l'année dernière qui avaient respectivement 57 et 55 ans, je sens bien qu'il y a des biais psychologiques qui fait qu'il y a d'identification, je ne vais pas tomber dans des sujets trop de canapé chez le psy, mais d'identification un peu des figures paternalistes ou maternelles, et donc des sujets de conflit d'autorité qui peuvent se mettre en place, qui sont un peu moins faciles que si je recrute quelqu'un qui a 4 ans de moins que moi, qui a fait un peu la même école et que je tombe dans cet écueil d'homogénéité et de jeunisme.
Ouais. Donc je pense qu'il faut mettre plus de précautions autour de gens avec qui il y a potentiellement plein de billets pour s'assurer qu'une fois qu'on se dit qu'on y va vraiment. Alors que j'ai l'impression que le risque est un peu moins fort quand j'embauche des gens un peu plus jeunes, quand j'ai un process de recrutement qui est bien solide. Voilà. Trop bien, merci. Merci beaucoup, Juliette. Toi, de ton côté, Julien, tu as des bonnes pratiques justement à partager sur ce recrutement de profils peut-être plus seniors. Ouais, Euh, je peux citer deux éléments. Il y en a un qui est tout à fait cohérent avec ce que vient de dire Violette, c'est sur les biais. Alors, on va beaucoup en parler, mais c'est l'élément numéro un. Et les biais, ils sont des deux côtés, comme disait Violette justement. On a des biais côté candidat et des biais côté manager. Moi, j'ai plein de managers, pour donner des exemples concrets, qui me disent, quand on regarde des CV, parfois des annonces à des candidatures, qui me disent, ah, ce candidat est trop expérimenté, trop âgé, dans des termes pas politiquement corrects. Ils me disent, bah tiens, il va être trop cher, on l'élimine. Bah non, en fait, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, on n'en sait rien. Testons d'abord. Tu pars du principe, avec ton bien conscient, que la personne sera trop chère. On n'en sait rien. Et si c'est le cas, on voit comment on peut aménager ça de manière flexible. Et donc, les biais, ils existent beaucoup au niveau du recrutement chez nous. Ils existent peut-être aussi auprès des candidats qui se disent, bah tiens, DriveEco ou tel type de startup scale-up, c'est pas fait pour moi, c'est trop jeune, les gens vont sortir toutes les semaines, c'est pas l'univers dans lequel je veux me retrouver. Et nous, en fait, on a un écosystème qui est hyper large, qui convient aussi bien à des parents qui ont besoin d'aller chercher leurs enfants à la crèche à 17h qu'à des gens qui veulent faire des after-work toutes les semaines à 19, 20h ou 21h. Et c'est OK, en fait, dans la diversité. Donc, nous, on fait beaucoup de pédagogie des deux côtés, côté candidat et côté entreprise, enfin, côté, manager. Ça, c'est hyper important pour nous. Et ça, c'est mon rôle de DRH aussi, de bien accompagner sur les biens conscients et sur la lutte contre ces biens conscients. Ça, c'est un facteur qui est hyper important. Deuxième élément sur lequel moi, je travaille beaucoup, c'est de me dire que finalement, les emplois seniors, enfin, des emplois qui peuvent être occupés par des seniors, c'est pas tous les postes dans l'entreprise. C'est faux. Moi, j'ai des postes, des jeunes ingénieurs travaux ou jeunes ingénieurs d'affaires. C'est des postes pour jeunes diplômés. Et ça, c'est OK. J'aurais pas de senior, entre guillemets, sur le poste. En revanche, j'ai des postes pour lesquels j'ai tout à fait la possibilité d'avoir des seniors. Donc ça, je les cible. Et du coup, dans mon process de recrutement, je cible aussi des candidatures plus expérimentées. Donc, je peux avoir des jobs qui sont à 15-20 ans d'expérience, ou je peux avoir aussi des jobs qui ne sont pas cadres, donc des jobs d'étam. Je sais que dans les startups scale-up, c'est plus rare parce qu'on est plutôt à 90% de cadres et 10% d'étam, ce qui n'est pas la réalité sur le marché français. Sur la France, on n'est qu'à 19% de cadres. Donc, la majorité des emplois en France ne sont pas cadres. Et donc, sur des emplois étam, donc employés, techniciens, agents de maîtrise, on peut tout à fait recruter des personnes qui ont 20, 30 ans de métier sur des fonctions d'assistanat, d'administration personnelle, d'administration des ventes. Ces fonctions, elles sont nécessaires. Nous, on en a. Et sur ces postes-là, moi, j'ai des candidats seniors, à la fois en recrutement et en interne. Et j'y compte beaucoup. Et c'est des postes qu'on ne transformera pas. Donc oui, il est tout à fait possible d'avoir aussi des postes en interne qu'on flag, typiquement expertise. J'ai besoin de quelqu'un qui a 15-20 ans de métier. Peut-être que c'est un profil qui ne sera pas complètement évolutif dans le sens où nous, on l'entend d'un point de vue career path, développement de carrière pour des startups scale-up. Mais c'est OK. On a besoin de diversité dans l'entreprise. On n'a pas besoin que des gens qui vont changer de poste tous les 18 mois et qui vont avoir une carrière fulgurante. C'est faux. On n'arrive pas à construire une entreprise pérenne comme ça. Donc, c'est OK de se dire que je spot mes postes où j'ai des profils plus seniors. Et on travaille beaucoup sur ça. Trop bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Julien. Je vais prendre une question de Camille qui a été mise dans le chat tout à l'heure. C'est comment expliquez-vous que nous sommes considérés comme seniors de plus en plus jeunes? Alors, je précise effectivement qu'en tout cas, quand on s'est exprimé sur le sujet, c'était dans l'écosystème et environnement. Donc, voilà, start-up, scale-up, digital, technologique. Je ne suis pas certain que ce soit le cas dans tous les secteurs d'activité. Enfin, je sais pas, toi, par exemple, chez Julien, tu parlais de ton expérience chez L'Oréal. J'imagine que ça n'a Ouais, pas forcément changé. la seniorité, c'était plutôt, encore une fois, l'entretien de mi-carrière, de mi-année, enfin de mi-expérience professionnelle qui était autour de 45 ans. Bon, 45 ans, c'est relativement jeune, mais ça veut dire qu'il nous reste encore quasiment 20 ans de carrière derrière. Mais c'était quand même déjà la notion de seniorité. Moi, ce que je vois, c'est que notamment dans les scale-up, mais pas que, les gens ont tendance à vouloir occuper un poste de plus en plus vite. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, un poste, c'était facilement 2-3 ans. Le temps de faire le tour du poste, de développer toutes les compétences nécessaires. C'était OK de se dire que je restais 2-3 ans sur le même poste. Aujourd'hui, moi, j'ai des collaborateurs qui veulent changer tous les 12 mois et qui me disent, bah là, je veux passer un échelon supplémentaire dans la classification. Et donc, moi, mon rôle, c'est de remettre un peu de temporalité longue et de dire que non, en un an, on ne fait pas le tour des compétences. Quand bien même on est hyper performant et qu'on délivre, il y a des compétences qui sont beaucoup plus orientées temps long et qu'un poste, en fait, complet, c'est bien 2 à 3 ans. Et que ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose entre l'année 1 et l'année 2 et 3, mais ça reste néanmoins le même poste avec un degré de maîtrise différent des compétences. Et qu'ensuite, la projection de carrière, elle est plutôt sur des cycles 18, 24, voire 36 mois. Mais les collaborateurs qui veulent évoluer tous les 12 mois, c'est compliqué, on y est tous confrontés. Et pour moi, ça participe de l'accélération, de la seniorisation. Parce que si à 30, 35 ans, j'ai déjà fait 10 jobs différents, bah forcément, je me sens senior beaucoup plus vite. Ouais, hyper intéressant. Ok, trop bien. Merci. Violette, toi,
C'est marrant, j'allais dire exactement la même chose que toi. Il y a un sujet il y a une espèce de vélocité, je ne sais pas comment dire, mais en effet, une envie de changer de poste tellement rapidement que du coup, j'ai fait 3 jobs différents. J'ai l'impression d'avoir 40 ans de carrière, quoi. Donc, il y a une espèce de déconnexion entre ce qu'on pense qu'on est et ce qu'on est vraiment. Ça, c'est assez fort. Et puis, j'ai aussi l'impression que il y a peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi les seniors qui se considèrent eux-mêmes plus vite seniors que ce qu'ils ne devraient. C'est-à-dire que la société le pousse, mais eux aussi. Moi, j'entends dans mon entourage des gens, en effet, même pas encore 40 ans, qui vont la voir, où il y a une espèce il y a un amalgame qui est fait par eux-mêmes de cette seniorité, parce que les jeunes, ça fait peut-être un peu vieux de dire ça, mais les jeunes grandissent plus vite. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de téléphone mobile à la récré, il n'y avait pas de TikTok, pas d'Instagram, etc. Aujourd'hui, on est confronté à des jeunes qui ont accès à des nouvelles technologies, à du développement digital de plus en plus tôt, et du coup à des discussions aussi de plus en plus tôt. Et donc, je pense qu'il y a des fossés qui se créent plus vite que ça n'était le cas avant. Et donc, ces fossés rendent l'impression d'être senior plus tôt, parce qu'on se sent un peu plus vite déconnecté du monde, parce que justement, cette jeunesse utilise à outrance les réseaux sociaux et des milliards d'autres choses. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui provoque ça. C'est ce fossé les gens sont de plus en plus jeunes à utiliser des réseaux sociaux, des outils dont les seniors sont de plus en plus tôt déconnectés. Mais c'est pas juste ça, en fait. Et je voudrais pas qu'on limite le côté senior au digital, sinon le débat devient un peu futile. Un peu limitant. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça fait vraiment écho au live que j'avais pu faire, donc je me répète, il y a 3 semaines sur l'index senior, et donc avec un coach, un avocat et 2 DRH. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, quand on parle de seniorité, en fait, les biais, ils sont. Bon, là, on va parler des biais, on va rentrer, on va mettre le pied dans le plat sur le sujet. Mais les biais, ils viennent des deux côtés. C'est-à-dire que les seniors vont peut-être se dire non, mais là, je ne vais pas correspondre à ce poste, ça ne va pas aller. Et à l'inverse, en entreprise, il y a énormément de biais qui sont entreposés sur trop cher, trop peu flexible, trop peu. Et donc, en fait, faut casser, faut casser Ouais, j'ai l'impression des deux côtés, casser ces mécanismes, mais pas que se concentrer du coup sur un des deux côtés de la. De la, je sais pas, pyramide, carré, je sais pas comment on peut l'appeler, mais si du coup on passe sur cette partie-là des biais, je voudrais que du coup on puisse les évoquer et essayer de les tailler en petits bois les uns après les autres. Mais donc les biais sur les seniors en entreprise, il y a le fameux biais du coût du senior qui est jugé souvent trop prohibitif. Comment est-ce qu'on peut en revenir? Comment on peut essayer de le justement le casser, ce biais-là? Julien? Ouais. Alors, c'est un biais sans être complètement un biais non plus. C'est pas la même chose qu'un biais de confirmation parce qu'il y a un peu une réalité derrière. C'est que statistiquement, effectivement, plus je suis expérimenté, plus ma rémunération va augmenter. Assez factuellement. Ceci étant, nous, on fait 2 choses. La première, c'est que comme on a une structure de rémunération où moi, j'ai mis en place des bandes de salaire avec je sais ce que je recrute par niveau d'expérience, du coup, parfois, avec des profils plus seniors, je tente des négociations salariales qui sont un peu plus dures, c'est vrai, sur du salaire de base. Et ça fait partie du jeu, mais je le dis tout de suite en début de process. J'attends pas la fin de process. Comme ça, si la personne continue le process, elle sait où elle se dirige d'un point de vue un peu proposition salariale. Et souvent, ça passe parce que c'est des gens qui, quand ils nous rejoignent, ont envie d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement. Et ils sont prêts aussi, par un confort de vie, à se dire je suis prêt à faire un cut salarial de 10-20% et c'est OK. Et donc ça, si moi, je n'avais pas cette démarche plus proactive, je passerais peut-être un candidat en disant non, il est forcément trop cher, il ne va pas accepter notre offre, ne perdons pas de temps. Moi, je ne le fais pas. Je rentre les pieds dans le plat dedans. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis. On se quitte, bons amis. Mais il ne faut pas hésiter à casser ce biais comme ça en tentant des choses qui sont aussi cohérentes avec nos structures de rémunération. Deuxième sujet sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est la diversification de la rémunération. Il y a plein d'entreprises qui offrent que du salaire de base, en disant un salaire, c'est juste de la rémunération fixe. Moi, ce n'est pas mon cas. Je mets beaucoup de rémunération variable à tout niveau de poste et parfois même encore plus sur des niveaux seniors, à plus d'impact. Deuxième élément que je mets beaucoup, de l'intéressement avec de l'abondement. Nous, on a un système aujourd'hui chez Driveco, intéressement plus participation, qui représente environ 6 000 euros par an. Ces 6 000 euros par an, ils ont en plus une fiscalité particulière parce que c'est de l'intéressement. Et ça, du coup, ça aide beaucoup à diversifier le package de rémunération et à faire comprendre à des profils plus seniors qu'en fait, des salaires de base, parfois, il faut faire un petit effort, mais qu'en total package, en total cash, on s'y retrouve et qu'en plus, la rémunération, elle a du sens parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle est collective, elle nous embarque dans un objectif commun. Donc voilà, la rémunération, c'est à la main de l'entreprise.
ce qui n'est pas la main de l'entreprise, et je le dis quand même parce que c'est important. Il y a un pays, par exemple, comme la Suède, qui a un dispositif que je trouve génial. Ils n'ont pas le même coût du travail en fonction des âges. Plus vous êtes expérimenté, moins le coût du travail des charges patronales est élevé. Pour inciter justement à recruter plus de seniors sans avoir trop de contrats. Moi, je suis contre les CDD seniors ou cette multiplication de contrats. En revanche, ce qu'il faudrait que le gouvernement arrive à faire, c'est de diminuer le coût du travail sur les profils plus seniors. De sorte que si j'embauche quelqu'un en senior qui coûte en facial 20% de plus sur son salaire brut, avec moins de cotisation, il me coûte le même coût finalement qu'un profil un peu moins expérimenté, mais pas pour le même rendement. Et donc ça, si le gouvernement pouvait agir sur ce levier de baisse du coût du travail sur les profils plus seniors, ce serait un levier, à mon avis, extrêmement puissant pour inciter les entreprises à recruter des profils plus seniors sans non plus compromettre de trop grande manière la partie salaire de base. Donc voilà, sur la rémunération, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir, nous, entreprises, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on attend du gouvernement des actions fortes. Intéressant. Donc là, c'est de prendre le contre-pied de du coup l'index senior qui va plutôt être un indice de contrainte, on va dire, et par rapport aux entreprises. Et là, donc c'est plutôt une incitation et donc fiscale. Ok. Camille qui précise que ce point est en discussion en France. Bon, tant mieux. Tout à fait. Le CDI senior en discussion en France. Ok. Toi, Violette, tu as des éléments là-dessus sur justement démystifier ce fameux coût d'un senior souvent jugé trop élevé? Carrément, moi j'ai 2 infos par rapport à ça. En fait, pour le coup là-dessus, Julien, nous dans les stats qu'on a, c'est qu'on se rend compte qu'en effet un senior est un peu plus en plus cher chaque année, mais tu as quand même un plafond vers 15 ans d'expérience. Et tu as le même plafond dans les plus jeunes, donc 8 ans d'expérience. Et donc, nous, on se rend compte que tu peux recruter pour des postes plutôt de CMO, de COO, etc., en tout cas des postes de direction. On s'est vite retrouvé à comparer une vingtaine de candidats quand même entre 15 ans d'expérience et 8 ans d'expérience qui avaient les mêmes prétentions salariales et où du coup, c'était pas si exponentiel que ça le côté salaire par rapport au profil du candidat parce qu'il y avait une stagnation vers les 15 ans d'expérience et du coup que c'est là où ça devenait assez intéressant d'aller chercher des profils expérimentés parce que justement c'était en croissance les 15 premières années mais qu'il y avait un moment donné où ça commençait à stagner un petit peu. Bon, ça c'est peut-être un petit tips mais j'ai trouvé ça assez chouette et donc ça nous a permis de recruter plusieurs profils de 15 ans d'expérience qui se retrouvaient en compétition avec des profils de 8 ans d'expérience qui avaient les mêmes prétentions salariales, ce qui est quand même déconnant, il y a 2 fois plus d'années d'expérience chez ceux qui avaient 15 ans d'expérience. Donc ça, c'est un premier point. J'ai l'impression que la courbe, elle n'est pas tout à fait linéaire. Et donc, il y a des points un peu de rupture à aller identifier qui permettent d'aller chercher des seniors qui seraient capables de demander des salaires un petit peu moins considérables que ce qu'on peut voir aujourd'hui en start-up. Et le deuxième point important, c'est que tu parles, Julien, et je trouve ça canon de tout ce que vous avez mis en place de façon financière dans votre boîte avec la participation, intéressement, etc., ce qui est top. Nous, on valorise aussi des choses qui sont hors salaire et donc tout ce qui est de l'ordre de la formation. Nous, on forme en continu les gens chez nous sur beaucoup, beaucoup de sujets, notamment au management, à la communication non violente. Ils ont accès à du coaching gratuit, illimité, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de... Il y a une proposition de valeur assez poussée pour les gens qui nous rejoignent. Donc, je sens que ceux qui viennent aussi acceptent de faire parfois, en effet, des petites baisses de salaire ou de rester à salaire égal et de ne pas faire le 10% de plus qu'ils auraient fait dans d'autres boîtes peut-être, parce qu'ils ont tout ce côté formation qui se valorise évidemment financièrement, mais qui finalement, quand ils partent de chez nous ou qu'on fait des évaluations annuelles, me disent, en fait, je n'ai jamais vécu un truc aussi extraordinaire humainement parlant dans ma vie. Et donc, il y a aussi quelque chose qui se passe, qui n'est pas forcément de l'ordre de la finance, qui est créé dans des organisations qui proposent des choses en complément du salaire pour permettre à la personne de vivre une vie professionnelle vraiment très exaltante, avec des perspectives de carrière qui sont hyper intéressantes, où ça foisonne, où il y a de l'idéation, de la création, etc. Donc, nous, je pense que les gens, ils restent aussi chez nous pour ça, pas juste pour le salaire, mais aussi pour tous les à côté de ce qu'on propose dans l'accompagnement des gens. Et donc, on a souvent des feedbacks assez waouh là-dessus. Trop bien. Donc, Je rebondis moi juste sur la partie effectivement formation qui est très juste et un petit tip si on a des DRH qui nous regardent ou des équipes RH, c'est assez facile en fait d'orienter son budget formation en fonction de population ou en fonction de besoins. Donc quand vous avez une enveloppe globale, moi je sais qu'en général je travaille sur un budget d'environ 1 000 € par tête
par collaborateur sur un budget formation un peu au global. Ce que je fais, c'est que je fais des allocations, alors évidemment en respectant l'égalité homme-femme, je fais des allocations un peu plus poussées pour les top performers parce que je sais qu'ils ont besoin d'être animés et donc j'ai parfois des programmes de coaching uniquement dédiés pour ces populations-là. J'ai aussi des programmes spécifiques pour les underperformers parce que j'ai besoin d'accompagner les gens qui sont peut-être un peu plus éloignés des attentes par rapport à un poste. Et j'ai des programmes spécifiques aussi pour les populations plus seniors en disant que c'est des gens qui parfois ont besoin de plus d'accompagnement pour l'adaptation des nouvelles compétences ou aux nouvelles compétences. Et donc, c'est OK pour moi de me dire que mon budget moyen pour les populations seniors sur la partie formation est un peu plus élevé que mon budget moyen pour d'autres catégories. C'est une question d'arbitrage. Et donc, dans la politique de formation, d'un point de vue un peu plus stratégique, c'est important en tant que DRH de faire ces arbitrages-là et de pouvoir favoriser telle ou telle population grâce à la formation. Et pour autant, j'ai l'impression que ça fait un peu partie des biais qu'on a sur les seniors, justement, ce côté, le fait qu'un senior va être moins en mesure d'apprendre plus vite, tu vois, qu'un salarié peut-être plus jeune. Pour toi, tu l'induis, en tout cas, que dans les cycles de formation, tu as catégorisé, en tout cas, et mettre un focus plus important sur des populations plus seniors, c'est ça? Ouais, alors c'est pas parce que j'ai le biais de croire que les seniors apprennent moins vite, parce que les capacités cognitives à 50 ans ou à 20 ans sont les mêmes. Donc ça, j'ai Ok. aucun débat avec ça. Simplement de me dire que parfois, certains seniors peuvent eux-mêmes se saboter et se sentir moins légitimes, moins en compétence, moins Violette parlait beaucoup de confiance en soi en préambule. Et ça, c'est très vrai dans des populations peut-être un peu plus seniors. Et donc l'idée, c'est de dire si vous avez besoin de plus d'accompagnement, c'est OK. Et moi, je suis là aussi pour vous dégager des budgets un peu plus conséquents. Quand on dit un peu plus conséquent, c'est de l'ordre de 10 à 20%. Donc, je ne vais pas doubler le budget pour une population senior, mais ça me permet d'avoir plus de marge de manœuvre pour me dire si vous vous sentez, vous, peut-être un peu plus éloigné du champ de compétences qu'on attend de vous, bah, c'est OK. Et je peux vous accompagner de manière un peu plus intense. Non pas que j'ai des doutes sur votre capacité à apprendre, mais j'ai peut-être des doutes sur votre propre croyance et votre propre légitimité à accepter le fait que vous soyez tout à fait en capacité d'apprendre aussi vite qu'un jeune ingénieur qui arrive sur le marché. Personne là qui nous met du coup dans le chat, seniors et reconversion réussie, les entreprises sont-elles prêtes à leur faire confiance sur des seniors qui du coup souhaiteraient faire des reconversions? Des choses que vous avez vécues, vous avez vues en entreprise, Violette, c'est des choses que tu as vues, Julien? Je ne sais pas à quel point la reconversion, il faut qu'elle soit un peu 360, mais je peux partager peut-être 2 exemples qu'on a en interne. Nous, on a une nana qui est auteure et qui a été journaliste pendant pas mal de temps et qui est devenue content manager chez nous. Et du coup, je ne sais pas si c'est une vraie reconversion, mais c'est un vrai changement d'univers, en tout cas, entre d'écrire pour des quotidiens et de pouvoir s'adapter à la vélocité des startups, à la compréhension du monde un peu plus digital, un peu moins parfois long terme. Je trouve que c'est une reconversion, en tout cas en termes d'univers. C'est pas du métier vraiment, mais en termes d'univers. Et puis même en termes de mécanismes, parce que par exemple dans le journalisme, donc elle écrivait ses grandes colonnes dans des grands journaux, et chez nous on lui demande de pouvoir découper son article pour pouvoir en faire des petits posts LinkedIn, pour pouvoir en faire des newsletters, pour pouvoir en faire des posts Instagram. Donc il y a quand même toute une logique de digitalisation et de morcellement de l'information qui est, je trouve, une compétence supplémentaire. Donc je pense qu'il y a un sujet, évidemment, qu'il y a une envie de faire confiance, mais je pense que c'est des deux côtés. Il y a une envie de voir aussi que la personne est prête à lâcher sur certaines idées reçues et prête à lâcher. Moi, je pense qu'un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui, dans certaines boîtes, ça ne marche pas, c'est qu'il y a de l'ego, parfois chez les seniors, de je sais tout, j'arrive, j'ai envie de très, très vite prouver ma valeur, donc de très, très vite montrer que je suis sachant. Alors que pour moi, c'est la posture basse qui fonctionne dès l'entretien. Et c'est de dire, oui, je pense que je suis compétent sur plein de choses, mais j'ai encore des choses à apprendre. Et ça, parfois, moi, je sens qu'en entretien, c'est difficile pour des anciens directeurs, pour des anciens responsables, d'oser dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc, je pense que c'est aussi là où il faut la confiance, bien sûr, qu'on est prêt à la donner. Je pense que de l'autre côté, il y a aussi un peu des barrières, des masques à faire tomber sur l'ego, pour dire, bien sûr, je suis OK d'apprendre des nouvelles choses. S'il n'y a pas dans les deux sens, pour moi, ça ne marche pas. On n'est pas dans une relation unilatérale. C'est des deux côtés que ça se passe, quoi. Bien. Merci beaucoup. Julien, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou... Ouais, la reconversion, c'est peut-être un mot un peu fort. Je ne sais pas vraiment ce qu'on met derrière. Moi, c'est plus des évolutions professionnelles. Et ça, j'en ai beaucoup. Moi, ce qui m'aide énormément, en fait, c'est notre secteur d'activité. Comme on est dans la transition énergétique, il y a plein de seniors et même des profils plus juniors qui ont envie de connaître et de découvrir cet univers sans forcément le connaître.
La partie équipement de recharge électrique, c'est quelque chose d'assez récent. Donc moi, trouver quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur le sujet, c'est impossible. Factuellement, ça n'existe pas. En revanche, des gens qui ont 10, 20 ans de métier sur des sujets peut-être probablement un peu connexes déjà dans les énergies renouvelables, sans que ce soit des bornes de recharge électrique, qui ont envie de basculer dans cet univers beaucoup plus technique des bornes de recharge, ça existe. Et donc moi, ce que je teste beaucoup en entretien, c'est compétences techniques et compétences un peu soft skills comportementales et capacité à apprendre. Et ça nous arrive assez régulièrement de faire des offres à des gens qui, techniquement, ne sont pas au niveau de ce qu'on attendrait pour une prise de poste en autonomie, mais qui ont démontré le potentiel, l'envie d'eux. Et donc, c'est un pari aussi. Pour l'instant, c'est des paris plutôt positifs parce qu'on valide les périodes d'essai. Donc, ça se passe bien dans les deux sens. Mais c'est un vrai pari de se dire, en fait, alors pas reconversion, mais en évolution professionnelle, c'est OK d'accepter que des candidats ne maîtrisent pas 100% des compétences, malgré les 20 années d'expérience professionnelle. Ça fait partie aussi du pari et du jeu. Génial. Ok, merci. On va avancer parce que du coup, il nous reste là une grosse dizaine de minutes. Mais il y a donc pendant le live que j'avais pu faire sur Index Senior, je le mettrai dans le commentaire du live, mais il y a un test d'association implicite qui a été fait par Harvard. Implicite Harvard du Canada, et en fait qui permet de voir justement, chacun peut faire ce test et peut du coup réaliser et faire prendre conscience donc des biais qui nous concernent justement en entreprise, et c'est assez surprenant. On peut avoir l'impression d'être très ouvert sur plein de trucs et de se dire mais en fait il y a plein de biais implicites qui viennent nous parasiter. Donc voilà, je le partagerai en tout cas à nouveau en commentaire de ce live. Sur la manière de casser les biais, en tout cas sur les seniors en entreprise, le faire au sein des équipes, est-ce que vous avez des choses que vous pourriez partager de manière très pratique sur des sujets de formation que vous avez pu mettre en place au sein de vos équipes, de sensibilisation? Voilà, je sais qu'il y a la fresque de la diversité qui existe. Je n'ai jamais fait, mais bon, voilà, j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il y a des choses que vous partageriez justement pour sensibiliser, former vos équipes sur ces sujets-là? Travailler, collaborer avec des seniors? Non? Alors moi, j'ai pas d'action particulière. Tu parles de la fraise tout à l'heure. Moi, j'ai pas ce type d'action. Ce que je fais, c'est des programmes de management où j'inclus un peu tout type de biais. Donc, c'est pas uniquement que senior, hein, c'est aussi tout type de biais. Et je fais beaucoup ces formations pour les jeunes managers, parce que j'ai pas mal de jeunes managers de 25, 26, 27 ans, pour lesquels c'est la première expérience managériale et c'est important. Ces managers, ils sont très impliqués dans le recrutement parce qu'ils staffent beaucoup leurs équipes. Donc voilà, moi, j'ai une vraie formation au bien conscient qui englobe tout, y compris la partie senior. Donc, c'est pas spécifique sur ça, mais pour moi, ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale de lutte contre toute forme de biais, y compris sur ceux sur les seniors. Trop bien. Merci. Et toi, Violette, il y a des choses que… Pareil, dans les formations de management, ça me semble vraiment essentiel. Et du coup, nous, on mélange les populations qui viennent de boîtes différentes pour qu'elles puissent se rencontrer. Et donc, souvent, quelqu'un de 50 ans bosse avec quelqu'un de 25 ans. Et donc, c'est aussi, pour moi, la fresque, etc., c'est bien, mais en fait, ça reste des belles paroles. Je ne crois pas que ça change les comportements profondément. Je pense qu'il faut faire travailler les gens ensemble pour se rendre compte de la richesse. Et j'ai un autre exemple peut-être nous, ce qu'on a fait du coup chez nous à notre petite échelle, parce qu'on est 100 personnes, mais on a du coup un docteur en sciences sociales qui est chez nous depuis 4 ans maintenant, qui a 57 ans, qui s'appelle Nicolas et qui est absolument formidable. Et donc, je pense qu'on a aussi envie de valoriser aussi beaucoup son travail et de le mettre sur des projets assez impactants. Et donc, lui vient insuffler de la prise de hauteur, de la maturité, de la sagesse, de la façon de penser différemment, du temps long. Quand on a tous ces jeunes qui veulent aller à 2000 à l'heure, lui, il donne un petit peu plus de prise de hauteur. Et donc, pour moi, c'est vraiment dans le fait de travailler et collaborer ensemble, en effet, sur des projets structurants. Dès qu'il y a un projet assez structurant, on le fait venir pour avoir son avis, son point de vue, son recul. Lui ou les autres seniors avec qui on travaille, mais lui, comme il est docteur en ressources sociales, c'est toujours vachement intéressant. Donc, ne passons pas trop de temps avec les fresques, agissons. Enfin, pour moi, il y a vraiment un sujet d'oser se confronter à la réalité des choses. C'est bien de dire qu'il faut y aller, mais si on n'y va pas pour de vrai, ça ne fonctionne pas. Et la deuxième chose, je pensais du coup oser prendre en freelance, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui ont envie de tenter des expériences en freelance, qui se sont mis au 4-5e dans leur boîte et qui ont envie de tenter de voir un peu comment ça se passe dans d'autres entreprises. Voilà, oser le mode freelance pour du coaching, du mentorat avec des gens en externe, c'est tellement puissant pour nos équipes. Nous, depuis qu'on a commencé il y a 5 ans, on n'arrêtera jamais cette formule qui est extrêmement approuvée chez nous. Trop bien. Merci beaucoup pour ce retour. Et du coup,
transition parfaite sur comment justement valoriser l'expertise d'un senior en entreprise. Tu parlais de mentorat, tu parlais de coaching. Est-ce qu'il y a des éléments pour les partager pour justement valoriser cette expertise de senior en entreprise? Julien, je ne sais pas si… Ouais, mentorat coaching, je pense que c'est une piste assez naturelle et qu'on peut tous faire assez facilement et assez valorisante. Moi, si je propose ça à mes populations plus seniors, elles comprennent le sens de la démarche et elles comprennent ce qu'elles ont apporté à des populations un peu plus juniors, notamment sur le retour d'expérience et la valorisation et la transformation parfois des métiers des industries. Donc ça, elles y sont assez favorables. L'autre exemple pour moi qui est hyper important, je t'en parlais en amont de la préparation de ce live, c'était la partie exemplarité. Quand je dis exemplarité, c'est que nous, par exemple, dans notre CODIR, notre senior le plus expérimenté, donc il a 63 ans, c'est aussi notre directeur général adjoint en charge du commerce. Et tout le monde le respecte pour son parcours, évidemment, et parce qu'il apporte dans l'entreprise. Mais parce qu'au CODIR, on a un senior de 63 ans, c'est OK dans n'importe quelle équipe d'avoir des seniors. Et ça, on se parle de seniors aujourd'hui, mais c'est vrai pour égalité homme-femme, pour diversité, orientation sexuelle, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous jouez le jeu de l'exemplarité au plus haut niveau de l'organisation, c'est OK pour ouvrir les portes dans le reste des équipes. Donc, le petit tip, moi, que j'ai, si on a des RH qui nous regardent, c'est de pousser le plus possible pour avoir une équipe de direction la plus représentative possible, y compris avec des profils expérimentés. Donc, ça, c'est possible. Et puis, coaching, mentorat, ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez simple à actionner. Violette, ton… Moi, pareil que Julien, on a un comité de direction qui est à moitié composé de gens qui ont plus de 40 ans. Bon, encore une fois, je prends la partie senior, qui sont les juniors des seniors, on est bien d'accord. Ça s'entend et j'aimerais qu'on soit encore meilleur sur le sujet. Moi, je pense qu'un des tips, ça peut être de faire des binômes de juniors-seniors dans des équipes de recrutement. En fait, je trouve qu'il y a tellement de biais, justement, t'en parlais, Julien, et je trouve ça génial que vous formiez tous là-dessus. Mais encore une fois, maintenant qu'on est formé, c'est comment est-ce qu'on l'applique au quotidien. Donc, le binôme d'un recruteur junior, entre guillemets, avec quelqu'un de senior, donc sélectionner ensemble les CV, se questionner sur le bon plan de recrutement, les bonnes compétences, comment est-ce qu'on pourrait réagencer intelligemment les apports des gens qu'on va recruter, mais du coup être à deux pour se questionner. Je trouve que c'est d'une puissance assez géniale pour éviter d'être seul et de décider avec ses biais. Donc voilà, d'essayer de mettre côte à côte un junior et un senior, encore une fois, les mots sont un peu clivants, mais ça aide aussi à travailler mieux ensemble et pouvoir se poser des vraies questions dans le cas, avec des cas réels, en fait. Pour moi, c'est ça, il faut se confronter au réel. En parlant de réel, donc Nathalie a demandé par rapport à ce que vous disiez sur les coachs et mentors que vous faites intervenir en entreprise, quel est l'âge moyen à peu près de ces personnes du coup seniors que vous faites venir sur ces sujets-là? Et je ne sais pas s'il y a un âge moyen, mais en tout cas, les 3 dernières, il y en a une de 58 ans, une de 45 ans et une autre de 40 ans. Donc là-dessus, ça dépend. Enfin, on a aussi eu un coach de 30 ans. Donc je pense qu'il y a vraiment, en tout cas pour nous, pas du tout de sujet d'âge. Et quand moi, je regardais les CV de coach et de mentor, il n'y a pas du tout de sujet d'âge. Il y a un sujet, la façon dont on regarde ça, en tout cas, de à quel point la personne a montré des capacités à être dans des univers un peu différents, donc qui montrent l'adaptabilité. Le côté certification peut être intéressant aussi. Et le côté recommandation, évidemment, d'autres personnes qui ont été coachées ou mentorées. Parce que ça, c'est vraiment toujours comme ça aussi qu'on sait qui sont les bons coachs. Il y en a qui sont ensevelis de certification et qui ne sont pas très bons, d'autres qui ne sont pas certifiés, qui sont très bons. Donc pour moi, c'est surtout la première rencontre qui fait la différence et la façon dont on pose les bonnes questions. Et juste, j'ajoute un point sur les coachs, il y a une espèce de biais à l'inverse, où moi j'ai souvent des managers qui me disent un coach qui aurait 30 ans, par exemple, 7 ans de métier, il ne serait pas suffisamment jugé comme pertinent ou suffisamment senior pour avoir de l'impact. Donc j'ai presque un biais de juniorisation à l'inverse des seniors. Et moi, j'ai pas mal de travail sur ça, de dire qu'en fait, non, ce qui compte, c'est effectivement le degré d'impact, des expériences, la rencontre intuitu personae aussi, ça compte beaucoup avec un coach, parce que parfois, ça peut matcher avec telle ou telle personne et pas du tout avec une autre. Et c'est OK, moi, je suis à l'aise avec l'approche. En revanche, c'est pas parce que le coach a 20 ou 25 ans de métier qu'il sera nécessairement meilleur, et c'est pas parce qu'il a que 10 ans qu'il sera pas bon. Sonia soulève un bon point. C'est vrai, bon, là, c'est voilà, j'ai pas la réponse non plus, mais on a l'impression qu'effectivement, par rapport, en tout cas, aux pays européens, la France est un peu à la traîne là-dessus sur l'emploi des seniors. Tu évoquais tout à l'heure, Julien, le sujet, donc en Suède, le sujet de la fiscalisation qui est différente sur l'emploi d'un senior. On voit d'autres points. Pourquoi en plus des biais, c'est quoi? C'est qu'une question de… C'est le CDI,
Pour moi, c'est une vraie question politique, là, pour le coup. Donc, c'est compliqué de rentrer sans faire de jugement de valeur ou normatif. Donc, on va essayer de marcher quand même sur des œufs. Mais oui, je pense que la structure politique et juridique de notre droit du travail fait que c'est compliqué quand on veut recruter un profil expérimenté de se dire que j'ai pas la flexibilité si ça marche pas forcément au bout de 3 mois de période d'essai, mais dans 1 an, dans 2 ans, de mettre fin. Il y a peut-être aussi toute une dimension un peu culturelle aussi, qui n'est pas pour le coup protestante, mais un peu plus catholique, qui est qu'il y a peut-être une forme de remords de se dire un profil senior. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions dans d'autres entreprises, notamment chez L'Oréal, sur un peu des pré-retraites, des fins de carrière, comment on gère la question des personnes qui ne sont pas forcément très performantes, mais qui arrivent vers 58, 59 ans. Comment est-ce qu'on gère ces populations? On n'ose pas les mettre à la porte parce qu'on a une forme d'intériorisation peut-être un peu judéo-chrétienne, morale et moralisatrice, de ne pas mettre quelqu'un à la porte si proche de la retraite. Donc voilà, je pense que notre modèle un peu culturel et politique et juridique fait qu'on a un taux de chômage effectivement de ces populations plus élevé que dans d'autres pays protestants ou avec une autre approche sur ces populations, sur ce cadre juridique. C'est un élément de réponse, c'est pas le seul. Ok, trop bien. Tu as quelque chose à ajouter, Violette ou... Non, je suis très alignée avec Julien. Je pense juste qu'il faut faire attention aux chiffres parce que j'ai écouté récemment une interview du DG de Pôle emploi qui nous disait que 5% des seniors étaient sans emploi. Donc, je pense qu'il faut faire attention au côté taux d'emploi versus taux de chômage. Voilà, il y a aussi pas mal de choses par rapport aux régimes spéciaux, etc. Donc, il y a des chiffres à aller creuser parce qu'il me semble que c'est quand même bien moins important que ce qui est raconté aussi dans les médias comme ça, quand on creuse un peu en détail, finalement, entre ceux qui sont en arrêt maladie, bref. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention aussi aux gros chiffres qui peuvent parfois faire peur et s'attaquer surtout au sujet d'aller surtout rencontrer les gens pour se rendre compte à quel point ils ont de la valeur. Question intéressante de Marie-Noël, et après on terminera là-dessus, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, c'est s'interroger sur le terme senior en lui-même finalement. Est-ce que c'est le bon terme? Parce qu'il veut tout et rien dire. Senior, travailleur de plus de 45 ans ou senior, collaborateur expérimenté et manager, ou encore senior en maison de retraite. Bref, il me semble que ça crée de la confusion et l'image que l'on peut avoir des travailleurs de plus de 45 ans. C'est vrai qu'en fait, est-ce que le terme est le bon finalement quand on parle de... Il englobe beaucoup de choses en fait, ce terme, non? Oui, bien sûr. Bah, pour moi, le terme est pourri, hein. Ça, c'est clair et net. Il faut le jeter à la poubelle. Même, enfin, il n'y a pas de question. Enfin, même nous, quand on dit qu'on va recruter un senior chez nous, c'est plus de 5 ans d'expérience. Donc, le terme est complètement… Et donc, on parle de population entre 30 et 70 ans. Donc, évidemment qu'il n'a aucun sens et qu'il faut le redécouper et en parler intelligemment parce que du coup, on met tout dans le même sac et on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc, ça, c'est clair et net qu'il faut retrouver des termes aussi plus sexy parce que senior ne donne pas envie alors qu'il y a une richesse inestimable. Et donc, je pense qu'il faut arrêter juste de parler de ce thème qui pour moi, ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? T'aurais pas pu me le dire avant le début du live, j'aurais changé le titre. Tout le monde le dit comme ça, c'est bien ça le problème. Mais je pense qu'il y a un premier sujet et qui doit venir, je rejoins vachement Julien, du gouvernement aussi, de reposer les bons mots et nous aussi d'oser poser des mots différents et d'être exigeant dans ce qu'on dit. Parce que dans l'open space, c'est non mais attends, lui il est trop senior ou il est trop âgé ou il est trop expérimenté. De quoi on parle quand on dit ça en fait? De quoi on parle? Et on ne fait pas assez attention, je pense, à ce qu'on met derrière. Donc, je pense qu'on devrait mettre un peu plus de finesse et oser mettre des termes un peu différenciants. Génial. Finira sur ce témoignage donc, de Sonia. Je trouve très intéressant qu'elle met en commentaire. Donc, j'ai 50 ans, j'ai changé 6 fois de métier, je me suis formé toute ma vie, parfois en autodidacte. Je continue à le faire. L'âge est une non-question pour moi. On doit regarder la personnalité et les compétences, peu importe l'âge. Voilà, c'est sûr qu'en ouvrant les canaux de communication, les discussions avec les gens et en prenant en compte vraiment les compétences et les hard skills, soft skills d'une personne, oui, ouais, on y revient. Trop bien, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Est-ce que vous auriez un dernier mot de la fin, Violette, Julien, par rapport à je sais pas, quelque chose qu'on n'aura pas pu dire, que vous auriez aimé placer ou Moi, juste un petit mot, si on a des profils expérimentés qui nous regardent et qui recherchent une nouvelle aventure professionnelle, moi je recrute beaucoup cette année, on a plus d'une 50aine de postes ouverts, donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à postuler directement, c'est avec grand plaisir que je vous recontacterai. Trop bien. Merci. Violette? Nous, on ne recrute pas autant cette année, donc je ne voudrais pas faire de fausses promesses comme Julien. En revanche, il y a peut-être deux organismes que je trouve vraiment formidables, que je vous mets dans le chat et qui méritent vraiment d'aller être regardés, qui permettent du coup à ces seniors, dont on va trouver un autre mot très très vite, de pouvoir aller changer d'univers professionnel un peu plus facilement que ce qui est possible aujourd'hui, sauf si vous postulez chez Driveco. Là, il y a plein de possibilités.
Super, merci beaucoup. En tout cas, Julien et Violette pour votre temps et voilà, c'est vraiment top et en tout cas, la question qui vient de poser, le nom de l'agence qui recrute des seniors, je mettrai tout, hein, en commentaire du live. Ouais, je te laisse, Violette, rajouter ce que tu viens de parler. Moi, je mettrai, Mérite et ceux dont on a évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas, Violette et Merci à Julien. tous, à toutes. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne Salut. journée.